Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire suite à une série de présentations qu'on a effectuées depuis 2 semaines. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner des conseils, de vous présenter les solutions que nous, on propose pour la protection des données, notamment pour lutter contre les attaques ciblées et les attaques ransomware, et notamment sur la partie sauvegarde avec Vim et Quantum qui nous accompagne avec Pascal aujourd'hui. Donc, moi, je suis Christopher Glémaud, en charge de développer l'activité protection et gouvernance des données chez Monaco Digital. Et j'ai également le statut de Vim Vanguard qui me permet aujourd'hui de dispenser cette présentation. Et Pascal, je te laisse te présenter. Oui, mon micro est ouvert. Donc Pascal Cousinet, je fais partie de l'équipe avant-vente de Quantum pour la région France et Benelux. Et je m'occupe donc des partenaires également et des alliances avec Vim. Alors, concernant l'agenda, l'objectif, c'est de vous faire une présentation, une réintroduction sur la partie Vim et les bonnes pratiques de manière générale, de vous donner des conseils pour faire de la prévention sur la partie attaque ransomware, et notamment sur les solutions de sauvegarde avec Vim, quelques bonnes pratiques. Ensuite, Pascal vous parlera de l'intégration Quantum et Vim et de la gamme produit Quantum. Et enfin, si vous avez des questions-réponses, on répondra à vos questions. Vous pouvez utiliser le chat en bas à droite si vous avez des questions. On répondra à la fin de la présentation. Mais tout d'abord, une présentation de Monaco Digital. Pour ceux qui ne connaissent pas, Monaco Digital Avant-Garde, c'est une entreprise de services numériques connue à Monaco sous le nom Monaco Digital et connue en France sous le nom Avant-Garde. Donc pour info, le nom Monaco Digital nous permet de renforcer notre position de leader au sein de la principauté sur les métiers du numérique. Notre concept est de mettre à la disposition des entreprises publiques et privées de Monaco un bouquet complet d'expertise informatique et en local et d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique. Donc ce catalogue grandit et évolue en fonction des projets et des besoins de la principauté. Aujourd'hui, notre objectif est de profiter de notre dynamique et de notre savoir-faire afin de développer notre activité en France, notamment en région PACA et en région parisienne. Donc voici quelques chiffres concernant l'entreprise. Monaco Digital, aujourd'hui, c'est environ 200 personnes, un chiffre d'affaires qui avoisinait les 30 millions d'euros l'année dernière, 4 sites géographiques stratégiques, donc le siège à Monaco, une agence à Sofia Antipolis, une agence à Aix-Marseille et une agence à Paris, et donc plus de 850 clients. Donc, comme indiqué, en France, nous sommes connus sous le nom Avant-Garde. Donc, nous rencontrons une forte croissance depuis 3 ans. Cette croissance nous a poussé à nous réorganiser en interne, notamment en créant des centres de services par domaine de compétences. Aujourd'hui, notre entité est composée de plusieurs centres de services, donc infrastructure et réseau, conseil et transformation digitale, cybersécurité, développement d'applications, et support infogérance, et notamment le campus, qui est une zone dédiée à Monaco pour la formation auprès des entreprises publiques et privées, pour dispenser des ateliers autour des soft skills, des usages métiers, des nouveaux métiers et des nouveaux usages. Donc, notre centre de services conseil et transformation digitale accompagne les clients dans la transformation de leurs projets métiers et techniques, dans la stratégie relative à leur transformation numérique, puis dans l'organisation des services informatiques. Pour ce faire, nous disposons de plusieurs certifications et de labels qualité, notamment en management et en gouvernance. Par exemple, on est certifié PMI, PMBOK et ITIL. Notre cellule cybersécurité, elle est certifiée CISSP, Certified Ethical Hacker, et ISO 27001. À noter que nous sommes le premier intégrateur à être certifié PASI en principauté, donc prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Donc cette certification, elle nous permet de réaliser des audits de sécurité et notamment des prestations qualifiées conformes au référentiel PASI, sous l'autorité de l'ANSSI en France et de la MSN à Monaco, qui est l'agence monégasque de la sécurité numérique. Donc, le centre de services infrastructure et réseau est composé de 6 équipes, donc réseau et sécurité, protection et gouvernance des données, infrastructure et stockage,
une équipe cloud, une équipe dédiée au poste de travail et une équipe dédiée aux activités Apple. Donc, nous proposons différentes activités d'ingénierie via un catalogue infrastructure qui est étoffé et complet, notamment le conseil, l'expertise, l'intégration, la sécurité, le stockage moderne des infrastructures virtualisées et bien entendu la sauvegarde moderne et le disaster recovery, et aussi une haute expertise en réseau. Donc, et enfin, on a aussi une activité, donc, comme je le disais, cloud, avec une offre de services en ligne complet via de l'hébergement d'infrastructures as a service et de software as a service, mais aussi de backup as a service et de disaster recovery as a service. Nous avons fait le choix de créer une équipe dédiée à la protection et à la gouvernance des données afin de répondre à ce besoin client. On travaille étroitement avec le centre de services cybersécurité. L'objectif, c'est de vous accompagner au travers de ces missions, en conseil et architecture de sauvegarde Secure by Design, des missions d'intégration des solutions, donc notamment Vim et Quantum, donc du build, de support et d'infogérance, donc du run, d'hébergement de vos sauvegardes externalisées et hors site, et aussi des formations. Donc, Monaco Digital, Vim et Quantum, on est partenaires depuis plusieurs années maintenant. Avec Vim, nous sommes le premier revendeur Vim du sud de la France, labellisé par notre statut Gold Partner, et l'un des seuls intégrateurs ayant ce niveau d'expertise en région PACA et à Monaco, donc symbolisé par 4 VMCE, un Vim Certified Architect et une reconnaissance Vim Vanguard depuis 2016, qui nous permet d'être au plus proche des équipes de Vim. Donc, Vim permet de sécuriser les données de 3 façons. Un amalgame est souvent fait entre les différentes méthodes de protection des données, donc à savoir sauvegarde moderne, externalisation, archivage et réplication. Il faut savoir que ces technologies sont complémentaires. Donc, la sauvegarde moderne, l'objectif, c'est de faire une sauvegarde consistante au plus proche de la production, sur des faibles rétentions, sur du stockage en général qui est plus rapide. L'objectif est de repartir le plus vite possible en cas de désastre, donc restauration rapide. Ensuite, parce qu'il faut respecter une politique de rétention légale, soit imposée par la réglementation, soit par la direction, eh bien, on va venir archiver ces sauvegardes sur du stockage fluent. On parle de sauvegarde GFS, Grand Phaser Ransom. Donc, ce terme est connu depuis plusieurs années pour la sauvegarde annuelle, hebdomadaire, mensuelle, etc. Et bien sûr, faire de l'externalisation hors site pour se prémunir d'un désastre sur le site principal, par exemple un incendie, une inondation, etc. Donc ça, c'est vraiment la phase d'archivage. Ensuite, la réplication qui rentre plus dans une logique de continuité d'activité. La réplication, je vais répliquer mes serveurs de production dans le même format. Donc, par exemple, si c'est des VMware, je vais les répliquer au format VMware sur mon cluster de secours afin de diminuer le RTO, donc le délai de remise en service. Si j'ai un désastre, en un clic, je lance mon failover et mes VM répliqués démarrent sur mon environnement de secours. Donc c'est vraiment complémentaire. La réplication, donc le disaster recovery, ne remplace pas la sauvegarde. Quand je fais la sauvegarde, je prends des données que je vais sauvegarder dans un fichier plat sur un stockage mort de manière consistante. Quand je fais la réplication, je prends des VM de production que je vais répliquer dans le même format sur un cluster de secours. Et ensuite, de la visibilité et de la gestion intelligente de la donnée, notamment avec un produit que vous connaissez sûrement qui s'appelle le Vim-One, qui permet de faire de la supervision et du reporting, du capacity planning, c'est-à-dire d'utiliser les métriques existantes pour anticiper les futurs besoins sur l'environnement de production et de sauvegarde. Un bon plan de sauvegarde fait prendre conscience des risques ainsi que des responsabilités tout en respectant les bonnes pratiques. Une règle spécifique à la gestion et à l'optimisation de conservation des données s'est répandue. Il s'agit de la règle du 3-2-1 que vous connaissez sûrement. Elle signifie que vous devez toujours disposer de 3 copies de vos données, sauvegardées sur 2 supports différents, dont l'une externalisée, donc site distant ou cloud.
Cette règle, elle est indispensable pour protéger vos données critiques. C'est le seul moyen de pallier à tous les dysfonctionnements. Et avec les risques relatifs aux attaques ciblées et ransomware, la notion de sauvegarde offline est apparue, dite complètement déconnectée du réseau, donc sur bande par exemple, on le verra avec la technologie Quantum. L'objectif est de créer un trou d'air, on appelle un air gap, entre l'environnement de production et le support de sauvegarde. On parle alors de la règle du 3, 2, 1, 1. Donc, la défense en IT utilise la même stratégie que la défense militaire. Plusieurs couches de sécurité sont dressées entre l'attaquant et la position à défendre, donc le patrimoine informationnel. En sécurité, l'objectif est d'additionner les couches de sécurité, donc sensibilisation auprès des utilisateurs, sécurité des accès physiques, mise en place de firewall, étanchéité réseau. Aujourd'hui, on parle aussi de micro-segmentation, durcissement donc, des serveurs, on parle de hardening, des applications, mais aussi des équipements, afin de protéger quoi? Eh bien, le bien essentiel, à savoir les données. Il faut savoir que la sauvegarde, c'est comme le dernier rempart. Si l'environnement de production est atteint, la restauration des sauvegardes est le seul moyen d'assurer la remise en production de l'entreprise. Pour ce faire, j'effectue une sauvegarde de mes données off-site et offline. Donc, sur l'architecture à l'écran, le premier exemple, on voit que j'ai un premier site doté de 2 salles, salle A, salle B, et d'un troisième site. Donc, dans la première salle, j'ai mon environnement de production qui est un environnement VMware. On voit que j'utilise plusieurs types de jobs de protection des données. La flèche rouge, par exemple, je prends mes serveurs de production que je vais sauvegarder dans un fichier place sur un stockage mort. Ici, c'est un NAS, par exemple. Ensuite, eh bien, pour respecter cette règle du 3-2-1, je vais utiliser ces premières sauvegardes qui sont consistantes pour les envoyer vers un site distant. Ici, donc c'est un Vim Cloud Provider. Donc, entre autres, c'est nous, Monaco Digital Avant-Garde, on est Vim Cloud Provider. Donc, on propose un service pour héberger la sauvegarde externalisée de nos clients de manière sécurisée. Eh bien, voilà, j'externalise ces données sur un cloud repository chez nous. Et en cas d'attaque sur le site principal ou de désastre, on a la possibilité de restituer ces données aux clients si besoin. Donc, l'intérêt d'une offre comme la nôtre, c'est qu'on a des mécanismes de protection supplémentaires, à savoir si vous avez une attaque ciblée sur le serveur de sauvegarde, donc, notamment sur la console Vim ou autre, parce que ces attaques ciblées sont généralisées sur tous les logiciels de sauvegarde en général. Ce qui se passe dans une attaque ciblée, c'est que l'attaquant arrive sur l'environnement, trouve une faille et arrive à se connecter sur l'environnement, s'octroie les droits, efface ses traces, et ensuite rentre en phase d'apprentissage pour développer bien sûr les scripts qui vont lui permettre de lancer ses ransomware le jour où il aura décidé. Avant de lancer ces scripts, l'attaquant va essayer d'aller sur les consoles de sauvegarde, baisser les points de rétention de sauvegarde au minimum, et le logiciel, lorsqu'il va lancer sa sauvegarde le soir, eh bien, il va purger tous les points de rétention. Ce qui fait qu'on n'a plus de capacité de restaurer si tous ces repositories sont online. Nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser donc la sauvegarde externalisée chez nous. Quand on est Vim Cloud Provider, on a la possibilité d'activer une corbeille qui est une corbeille cloud, on appelle ça, immuable, et qui est uniquement accessible par le Cloud Provider et qui permet, en cas d'attaque ciblée, de venir, et notamment de purger les fichiers de sauvegarde, de venir les déposer dans une corbeille qui est uniquement accessible par le Cloud Provider. Donc, ensuite, on est alerté et si besoin, on peut restituer les données au client en cas d'attaque ciblée. Donc ça, c'est une première protection.
Ensuite, eh bien, on voit sur la flèche verte, je prends mes VM VMware que je viens répliquer au format VMware sur un nœud VMware de secours. Alors pourquoi ma console Vim, elle est sur le nœud de secours? Eh bien, parce que je peux, si j'ai un désastre dans ma salle A, si je dois lancer le failover, c'est mieux si ma console Vim, elle est côté disaster recovery, côté secours. Ça ne veut pas dire que si elle n'est pas là, je ne vais pas pouvoir piloter mes failovers, hein, les déclencher, mais ça veut dire que si elle est située à cet endroit, je vais pouvoir donc, déclencher en un clic le démarrage de toutes les machines virtuelles dans l'ordre que j'aurais préétabli. Et surtout, si je dois revenir en arrière, je vais pouvoir piloter tous les scénarios possibles de retour en arrière, donc ce qu'on appelle les failback. Soit je reviens vers l'environnement de secours, soit je reviens vers une nouvelle infrastructure. Je peux faire quasiment tous les scénarios possibles. Donc, voilà, la bonne pratique consiste à mettre, quand on fait de la réplication, la console Vim sur le cluster de secours. Donc ici, c'est un deuxième exemple. J'ai intégré une librairie, une robotique Quantum Scalary 3, qu'on vous présentera Pascal tout à l'heure, et dans laquelle on va pouvoir venir, bien sûr, effectuer notre archivage et notre sauvegarde offline sur aujourd'hui des technologies Drive LTO8, LTO7. Bien sûr, je vais conditionner mes bandes dans un coffre. Vous allez voir qu'il y a plusieurs aussi technologies Quantum qui permettent à l'intérieur de la robotique de venir rajouter des couches de sécurité supplémentaires, notamment avec des coffres sécurisés à l'intérieur. Donc voilà, mais après c'est toujours la même philosophie, respecter la règle du 3, 2, 1, 1. Concernant les ransomware, donc qu'est-ce qu'un ransomware? Donc c'est un type de malware qui empêche les utilisateurs d'accéder à leurs données, donc qui empêche de travailler. L'objectif des attaquants, donc des organismes, c'est de récolter donc, une somme d'argent en retour pour bénéficier de la clé, donc de déchiffrement. Alors je vous dis sincèrement, souvent ils ne donnent pas, hein, même si vous payez la rançon, ils ne vous donnent pas la clé de déchiffrement. Il ne faut jamais payer la rançon dans tous les cas, parce que si vous la payez une fois, ça veut dire que vous êtes en capacité de la payer une seconde fois. Donc voilà, on ne paye jamais la rançon. Et en plus, ça ne vous garantit pas que vos données se retrouvent sur le dark web. Parce qu'avant de lancer leur script, souvent les attaquants récupèrent les données chaudes de production avant de lancer leur script. Et donc il y a deux actions derrière, hein. C'est bien sûr de chiffrer vos données pour avoir la rançon, et aussi de les mettre sur le dark web, parce qu'aujourd'hui les données c'est de l'or noir, et il faut savoir qu'il y a un vrai marché, un vrai business autour des données sur le dark web. Par exemple, un numéro de sécu social, c'est entre 15 $, et 60 $ sur le dark web. Et vous pouvez récupérer des numéros. Un numéro de sécu français, par exemple, c'est autour de 60 $. C'est celui qui vaut le plus cher parce que forcément, il donne plus de droits. Donc l'objectif dans l'architecture de sauvegarde, ça va être d'additionner les couches de sécurité, hein. On peut pas dire aujourd'hui il y a une solution clé en main que je vais acheter et que je vais me protéger, parce que il y a les attaques ciblées, les attaques ransomware. Bien sûr, les attaques ciblées, on va utiliser des ransomware souvent pour chiffrer les données de production, mais l'objectif c'est d'additionner les couches de sécurité. Il y a deux types d'attaques, les attaques opportunistes, les attaques ciblées. Les attaques opportunistes, heureusement, c'est la majorité des attaques. Dans une attaque opportuniste, l'attaquant ou le groupe d'attaquants n'a pas vraiment conscience de l'entreprise sur laquelle il va attaquer. Il va essayer. S'il arrive à faire quelque chose, c'est bien. Si il n'arrive pas, il va passer à la prochaine victime. Attaque ciblée, c'est souvent un groupe d'attaquants ou organismes, et là, il va prendre en cible vraiment l'entreprise, et il va apprendre d'elle. Il va rentrer en phase d'apprentissage sur plusieurs semaines.
Et lorsqu'il est à l'intérieur, qu'il a effacé ses traces, eh bien, il développe tous les scripts associés pour lancer son attaque. Donc l'objectif, c'est vraiment de construire un environnement, une architecture, et d'additionner les couches de sécurité. C'est ce qu'on va voir, notamment sur la partie sauvegarde. Donc, la première chose, c'est surtout pour la partie sauvegarde, quand on construit un environnement de sauvegarde, on va essayer de créer une architecture de sauvegarde qui est isolée. On peut appeler ça une boîte noire. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de ne pas intégrer les repositories, donc les targets de sauvegarde dans le domaine. Et on va même jusqu'à dire de ne pas intégrer le serveur de sauvegarde dans le domaine. Parce que si, en cas d'attaque ciblée, l'attaquant arrive à s'octroyer les droits, à faire une escalade, une montée de privilèges, eh bien, il pourra aller sur le serveur de sauvegarde sans problème. Le fait de laisser toute la partie sauvegarde, tout l'environnement de sauvegarde, donc la console et les repositories hors domaine, ça ajoute une sécurité supplémentaire. Ça ne veut pas dire que l'attaquant ne va pas réussir à aller dessus, en fonction de ses compétences, mais ça veut dire que ça va lui rajouter, on va dire, un niveau supplémentaire à passer pour atteindre la partie sauvegarde. Donc, repository hors domaine. Bien sûr, l'une des clés stratégiques, c'est les administrateurs. Et là, on parle de juste besoin d'en connaître. Donc, l'objectif, ça va être de donner les droits, notamment à la partie console de sauvegarde, qu'aux admins qui ont besoin de créer les jobs et de faire la gestion de ces jobs-là. Donc, l'administration, etc., la MCO. L'objectif aussi, c'est d'éviter les connexions RDP sur le serveur. Donc, on utilise la console, notamment avec Vim, en déporté, sur des postes admin. Donc, ça, c'est déjà vraiment un levier très important. Ensuite, donc, troisième point, c'est la sauvegarde offline. Et celui-là, il est vraiment indispensable. L'objectif de la sauvegarde offline, c'est bien sûr d'avoir un trou d'air entre notre environnement et le média sur lequel vous allez sauvegarder les données. Et ce média devient inatteignable par un ransomware si vous avez justement un trou d'air, si vous n'avez pas de connexion entre le média et l'environnement de sauvegarde, et notamment la console de sauvegarde. Avec Vim, vous avez aussi possibilité d'utiliser le backup copy job, qui est le job qui permet de faire de l'externalisation et de l'archivage. En ransomware, vous avez des ransomware qui vont dormir, ça veut dire qu'ils vont être sur votre environnement et ils vont s'activer que plus tard, plusieurs mois après. Ça peut arriver. L'objectif, c'est de multiplier les points de sauvegarde. Plus on a des points de sauvegarde, donc plus on fait du GFS, plus on a des sauvegardes full, plus on aura des capacités de restauration en cas d'attaque. Donc si je prends un plan d'archivage classique GFS, donc 4 weekly, 12 monthly et 10 yearly, c'est le cycle standard, eh bien, je me prémunis, j'aurai énormément de capacité de restauration en cas d'attaque. Aussi, le fait de faire de la réplication avec Vim, qu'on a vu tout à l'heure, répliquer des VM de production vers le cluster de secours, eh bien, ma target, elle est différente. Quand je fais de la sauvegarde, eh bien, je vais envoyer mes données de sauvegarde sur un repository, donc par exemple un NAS, un serveur physique, une OpenNS de duplication. Quand je fais de la réplication, ma target, ce n'est pas un support de stockage, c'est un data store VMFS VMware. Donc c'est un volume VMware qui est au format VMware. Donc aller chiffrer, aller cryptoloquer un data store VMware, pour ceux qui font de la virtualisation, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça rajoute une couche de sécurité supplémentaire lorsque je fais de la réplication.
Ensuite, eh bien, c'est plus de la sensibilisation, et notamment au phishing, au niveau des utilisateurs. Ça, c'est effectivement le premier niveau, la sensibilisation, mais ça, vous connaissez déjà tous. Donc là-dessus, c'est faire de la pédagogie pour les utilisateurs, faire des tests une fois tous les 6 mois, une fois par an, auprès de vos utilisateurs. Plus vous allez les entraîner, et mieux ils vont pouvoir découvrir un phishing, se prémunir des attaques man in the middle, plein de choses comme ça. Ensuite, c'est d'avoir des outils de gouvernance et de traçabilité, de détection des comportements anormaux sur votre environnement qui vont pouvoir vous aider sur la partie afin d'être proactif, on va dire. Mais ça, c'est vraiment au moment de l'attaque. C'est des outils de gouvernance qui vont permettre de voir les comportements anormaux. Donc nous aussi, on propose ce genre de solution sur les données non structurées, sur les comportements anormaux relatifs à la surveillance Active Directory, etc. Et il faut savoir que dans le Vim1, donc l'outil qui permet de faire de la supervision, vous avez énormément d'alertes qui sont intégrées, donc qui respectent en général les bonnes pratiques de l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez un environnement VMware, vous allez avoir des alertes prédéfinies qui respectent tous les seuils relatifs aux bonnes pratiques VMware. Et vous avez une alerte spécifique au ransomware dans Vim. Pourquoi? Parce qu'un ransomware, c'est une montée d'activité sur un serveur, dans un serveur de fichiers. Si vous avez une attaque, vous allez avoir un comportement typique pour les ransomware. Ça va être une montée de charge CPU, une montée de charge RAM, mais aussi une montée de charge au niveau du trafic réseau et d'écriture sur les disques. Quand il y a tous ces points-là qui matchent, eh bien, vous avez une alerte Vim1 qui va vous dire attention, suspicion de ransomware sur ce serveur. Donc, elle est très intéressante. Nous, on l'a vu en place chez des clients, donc c'est vraiment bluffant. Donc, pourquoi? Parce que le moteur Vim rentre en phase d'apprentissage sur ces VM. Il va profiler chaque serveur et associer un comportement à chaque serveur. Donc, si on a un serveur de fichiers, quotidiennement, il travaille plutôt de cette façon-là. Eh bien, si un jour il y a vraiment un décalage, en temps réel, il va vous alerter en disant là, on a une montée de charge, les CPU sont à 100%, toute la RAM est utilisée, il y a un fort trafic réseau sur le serveur avec beaucoup d'écriture sur les disques, c'est suspect, donc il va vous alerter. Au niveau de la V10, pour terminer, vous avez bien sûr d'autres nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées. Pascal va vous parler également de l'intégration Vim V10 avec Quantum, mais vous avez la possibilité, quand vous faites de la sauvegarde externalisée vers du cloud public, par exemple, je pense à Amazon avec les Bucket S3, d'activer la fonctionnalité Immutability d'Amazon, et qui vous permet de verrouiller, de locker tous les fichiers de sauvegarde côté Amazon. Donc, même un administrateur ne peut pas venir le supprimer manuellement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui utilisent Amazon pour le stockage objet. Et enfin, la dernière fonctionnalité en V10, c'est la partie NAS Backup, pour ceux qui ont assisté à notre webinaire la semaine dernière. Eh bien, vous avez possibilité de faire de la restauration state and time lorsque c'est proche du CDP, et du coup vous allez pouvoir remonter dans le temps en cas d'attaque ransomware sur vos serveurs de fichiers. Parce qu'avec la nouvelle fonctionnalité en V10, vous pouvez aller chercher bien sûr la partie SMB NFS des appliances constructeurs type NetApp, HP, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser le NAS Backup pour aller sauvegarder vos serveurs de fichiers Windows et Linux. Donc, moi, j'ai terminé pour ma partie. Je laisse Pascal continuer. Là, j'ai demandé le contrôle. Normalement, tu vas l'avoir. Très bien. Bonjour à tous. Donc, les solutions que nous pouvons proposer autour donc, de Vim Quantum, c'est bien sûr, c'est pas une solution unique, comme le disait Christopher, c'est une combinaison d'outils et de best practices. Donc,
Point principal, c'est de créer déjà, dans un premier temps, une copie qui reste offline. Le fameux air gap, dont parlait Christopher tout à l'heure, pour isoler les sauvegardes d'un accès possible sur le réseau. Il faut mettre en place, bien sûr, des solutions de plan de reprise d'activité. Elles sont essentielles, mais pas suffisantes, et donc créer cette copie offline. Donc, c'est un ensemble également de best practices, de meilleures pratiques dans lesquelles on va avoir des sauvegardes régulières, une vérification de l'intégrité de ces sauvegardes. Il faut assurer régulièrement des tests de restauration, des tests annuels en termes de vulnérabilité, et puis sécuriser ces fameuses sauvegardes en créant cette copie offline. Et dernier point, bien sûr, c'est d'appliquer la meilleure pratique, qui est la stratégie du 3-2-1-1 que vous a décrit donc Christopher tout à l'heure. Je ne peux pas passer. Ah si. Voilà. Donc cette fameuse stratégie du 3-2-1-1, c'est de proposer donc 3 copies de la donnée sur 2 types de médias différents. Et chez Quantum, donc nous avons les technologies pour le faire, les appliances de déduplication DXi, donc ici avec le premier modèle, le 4008, nos librairies de bande Scalar basées sur les technologies donc LTO. Nous sommes à la 8e génération. Pour information, le LTO 9 devrait sortir d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Ensuite, il va falloir mettre en place une copie off-site, mais qui reste en ligne. Donc là, on va mettre en place la réplication inter-DXi, d'accord, dans lequel on va assurer donc la recopie donc par bloc des données qui sont écrites directement sur la DXi. Et puis, dernier point, créer une sauvegarde offline. Donc soit externaliser physiquement les médias, donc les sortir du robot de la librairie pour les placer dans un coffre, ou soit avec notre fonctionnalité baptisée ActiveVault, on va créer cet air-gap, ce coffre-fort virtuel au sein de la librairie, pour déplacer les médias et les rendre non accessibles sur le réseau. Un peu long, voilà. Donc, en termes de protection contre le ransomware, nous avons créé un ensemble de packages pour proposer donc cette copie offline, cet air-gap. On a des fonctionnalités donc avancées, pour sécuriser au mieux cet environnement. Cette fameuse fonctionnalité ActiveVault, donc, dans lequel on crée cet espace sécurisé, ce coffre-fort virtuel où on isole les médias dans la librairie Quantum. Ensuite, on va proposer de l'encryption, donc du chiffrement des données. Donc on a des mécanismes de chiffrement, où on peut s'appuyer sur les chiffrements des clients, au niveau donc des lecteurs. Ensuite, on peut utiliser les médias LTO sous format Worm, donc dans lequel on va écrire une seule fois, write once, et puis read many. Et puis après, différentes fonctionnalités pour gérer au quotidien l'utilisation donc des médias. Avoir des informations sur l'utilisation des lecteurs, des médias, l'intégrité des médias, le niveau de sécurité, etc., etc. Et on a créé donc 3 packages basés sur nos 2 premières librairies, i3 et i6, qui vont s'afficher maintenant. Donc 3 packages. Bien sûr, nos technologies sont accessibles en dehors de ces packages. Le premier package basé sur la Scalar i3, qui permet de monter jusqu'à des sauvegardes de 600 Tera, dans lesquels vous avez un lecteur LTO8 et 50 slots. Deuxième package basé sur le Scalar i6, donc deuxième modèle, dans lequel on peut monter jusqu'à 1,2 pétaoctets de données. Là, vous avez 3 lecteurs et 50 cartouches. Et le troisième modèle, donc large, lui va inclure 6 lecteurs LTO6, monter jusqu'à 200 cartouches, 200 slots, et puis une centaine de cartouches, avec les fameuses fonctionnalités d'ActiveVault, ce coffre-fort virtuel, le chiffrement également, y compris dans ce package, et les licences donc, pour gérer au mieux ce qu'on appelle l'Advanced Reporting Software. Quelques mots sur la bande. On voit ici une comparaison des différentes technologies pour stocker 1 pétaoctet de données sur 3 ans. On voit que la bande reste la technologie la moins coûteuse pour stocker à long terme les données. De très loin par rapport à du stockage objet que l'on a également au portfolio Quantum, de très loin par rapport au stockage flash, bien sûr.
Dans ces coûts, vous avez les coûts d'acquisition, les coûts de support sur 3 ans, les coûts d'administration, etc. Donc il y a un fort regain en termes de demande autour de cette technologie. Il y a une dizaine d'années, on disait que la bande était morte. Loin de là, on voit nos plus gros clients, comme Amazon, entre autres, qui va utiliser de façon massive nos technologies pour stocker dans leur glacier toutes les informations de leurs clients. Et ça, c'est des centaines et des centaines de pétaoctets de données stockées sur nos librairies Quantum. Voilà. Quelques mots sur les différentes générations donc du LTO donc 6 à 8, donc nous en sommes à la 8e génération, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a une rupture technologique sur cette génération, puisque les lecteurs ne permettent de relire que la génération antérieure, donc les LTO 7. Jusqu'alors, on pouvait relire 2 générations. Il semble que ça soit le cas également sur le LTO 9, on n'a pas encore toutes les spécifications. On fait partie du consortium, mais ça va être officiel très bientôt. Donc on a quand même des capacités importantes pour stocker des informations au sein du même cartouche. Alors, on parle de 12 teraoctets non compressés, on parle toujours de non compressés en termes de capacité au niveau des librairies, et on a une compression de l'ordre de 5 pour 1. Donc c'est pas loin de 30 Tera sur une seule et même cartouche. Il ne veut pas passer. Voilà. La fonctionnalité ActiveVault dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une fonctionnalité soumise à licence, donc on licence par librairie, et on crée cet espace sécurisé, isolé. Donc on remplace finalement ce coffre, l'étagère, qui peut être à l'extérieur, donc ça évite toute manipulation humaine des médias, pour l'externalisation des médias. Point important, on peut utiliser les slots qui sont non licenciés dans la librairie, donc ça évite de payer des licences sur l'utilisation des slots. Et ça fonctionne également avec un outil supplémentaire qui s'appelle EDLM chez nous, qui est disponible à partir de la Scala i6, qui permet de réserver un lecteur pour l'utilisation interne des librairies, pour la relecture des médias. Ce sont des opérations habituelles au sein des librairies. Voilà représenté donc l'ActiveVault. Donc l'idée dans la librairie, c'est de créer donc une partition, un ensemble de slots ultra sécurisés, offline, non accessibles sur le réseau. Le passage des slides est un peu long. Donc, sur nos librairies, on peut créer plusieurs partitions, donc accessibles par différents serveurs. Et ici, dans le cas du ransomware, on va créer une partition particulière, ActiveVault, dans laquelle on va déplacer ces médias. On peut réserver également des lecteurs dans cette partition. Donc ça, on va utiliser ActiveVault et EDLM pour mettre en place ces mécanismes. Pour illustrer donc le vaulting, le process habituel sans ActiveVault, c'est lorsqu'on veut exporter les médias, on lance les opérations à partir de l'interface d'administration, on va récupérer les bandes dans les slots d'entrée-sortie, on va se déplacer dans le coffre et on va retourner au bureau. L'idée avec ActiveVault, c'est d'assurer ces fonctionnalités directement depuis la console d'administration, et c'est la librairie qui va déplacer dans la partition offline donc les médias. Donc ça, c'est le process de vaulting. Dans les besoins donc de retrait, de récupération donc des médias, le process est inverse, c'est-à-dire que l'on va récupérer les médias à partir du coffre, les réinsérer dans les lecteurs, les importer dans l'application pour les relire. Toutes ces opérations sont transparentes et se font à partir de l'interface d'administration lorsque vous avez mis en place ActiveVault. Point DLM, juste pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, donc le DLM, l'Extended Data Life Management, c'est la réservation d'un ou de plusieurs lecteurs pour des opérations internes à la librairie. Donc les lectures partielles ou totales des bandes, on va avoir une approche beaucoup plus proactive sur l'utilisation donc des bandes, scheduler ces opérations, et on va faire des scans sur les cartouches inactives, etc., etc.
D'accord? Toutes ces opérations sont faites en tâche de fond. Et l'idée, donc, c'est de réserver ces lecteurs qui sont non accessibles par les serveurs de sauvegarde. D'accord? Elle ne veut pas passer. Voilà, quelques mots également sur la partie chiffrement. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Notre outil de chiffrement, donc SKM, ça va trop vite. Voilà, on peut les mettre en place donc sur tous les lecteurs LTO, d'accord. C'est un chiffrement sur 256 bits. Hein, il est effectué après la compression et ça n'a aucun un impact au niveau des performances, hein, en termes de sauvegarde ou de restauration. Hein. Donc ce chiffrement SKM, désolé pour la latence, va être mis en place à partir d'une solution centralisée, donc de gestion des clés de chiffrement. Ça se fait de façon très facile et très rapide. Hein. On peut l'installer sur des serveurs physiques ou virtuels. On peut avoir des configurations redondantes, hein, si on a besoin de haute disponibilité. C'est disponible sur l'ensemble de nos librairies, même les anciennes générations, hein, si vous en êtes doté. Et puis vraiment, on met en place ces politiques. Hein, c'est une politique vraiment de set and forget. Et on a une compression sur 256 bits dont je parlais tout à l'heure. Voilà. En termes d'architecture, ça va s'afficher. Voilà, on a ce type. Donc, on a le SKM et on est également compatible avec les solutions donc, de chiffrement standard dans lesquelles on va mettre en place donc, un serveur hein, qui va déployer sur les différentes librairies installées les clés de chiffrement. En termes d'administration, point important aussi sur la simplicité d'administration de nos librairies, on a une interface qui s'appelle eLayer qui permet d'administrer l'ensemble de la gamme. Hein. Donc on a la même interface sur les 3 modèles de la gamme. On peut paramétrer, bien sûr, configurer la librairie, les lecteurs, mettre en place donc un contrôle au niveau des accès utilisateurs, on peut créer des partitions, on peut avoir des informations sur les médias, sur les lecteurs, etc. etc. Hein. Une interface très user-friendly, très facile d'utilisation et de prise en main. Voilà. On va avoir ensuite l'Advanced Reporting, donc lui va remonter plutôt des statistiques au niveau de l'utilisation de la librairie, sur l'utilisation au niveau des lecteurs, qui va remonter des alertes au niveau de l'intégrité des médias, qui va renseigner sur l'utilisation donc des médias, dans lesquels on peut avoir également la mise en place de l'EDLM, hein, cette fameuse fonctionnalité pour relire, vérifier de façon automatique l'intégrité des données stockées sur les bandes. Ensuite, on peut proposer donc, à nos clients une approche service managé sur l'ensemble de nos offres à travers donc Avantgarde Modeco Digital. Donc, on va mettre en place un agent sur nos systèmes, que ce soit donc du DXI, que ce soit du Scalar pour les librairies, que ce soit du StoreNext pour un stockage donc de données centralisées de type non structuré hiérarchique, que ça soit également sur notre stockage objet. On place cet agent qui va remonter des informations en centrale sur un outil de type cloud, qu'on appelle Cloud Based Analytics, et qui va être accessible par nos services donc, de Professional Services. On va avoir une approche beaucoup plus proactive de l'utilisation des médias. Donc on s'occupe de tout l'aspect opérationnel grâce à CBA. Voilà. Donc, pour résumer, la bande reste une technologie, une solution idéale comme protection contre le ransomware. Pour différentes raisons, ça reste la technologie avec le coût le plus faible. Ça reste la technologie qui est le seul stockage offline dans lequel on va créer cet air gap comme protection contre le ransomware. On peut mettre en place une protection des données en mettant en place donc de l'encryption
sur 256 bits. Ensuite, dernier point, le stockage sur les bandes reste green et vert, puisqu'il n'y a aucune consommation électrique lorsque les bandes ne sont pas insérées dans les lecteurs pour lecture et réécriture. Contrairement au disque, où vous avez les spindles qui vont tourner de façon continuelle. D'accord, donc, fort avantage donc, sur l'utilisation de la bande contre le ransomware. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, sur les technologies Quantum. Un mot sur la partie V10, que je n'ai pas forcément mentionné tout à l'heure. Sur la partie V10, donc, nous intégrons la fonctionnalité Fast Clone de la V10, qui va être GA cet été sur la V10. Et cette fonctionnalité Fast Clone nous permet donc de mettre en place des politiques donc, de sauvegarde de type full synthétique, donc recréer une full à partir d'une full physique et des différentes incrémentales directement dans la librairie, mais beaucoup plus rapidement que par le passé. On va s'appuyer sur nos métadonnées dans les DXI pour reconstituer cette full synthétique. Et là, on va diviser par 10 voire 15 les temps de construction de cette full synthétique. Dernier point également, dans les nouveautés, avec la V10, nous avons mis à disposition donc, un nouveau modèle de notre DXI 9000, qui est le modèle Enterprise, que l'on appelle Ultra Vitamidé, à base donc, de 40 cœurs, qui va permettre de paralyser jusqu'à 200 flux Vim sur l'appliance DXI. Donc ça, nous sommes les seuls à proposer ce type d'appliance pour sauvegarder massivement les données à partir de Vim. Voilà Christopher, ce que je pouvais dire sur la partie Quantum pour ce webinaire. Merci Pascal. Je ne sais pas si on a des questions sur le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez vous démuter. Vous pouvez utiliser le micro. Ouais, petite question rapide, Pascal. Concernant la licence pour l'ActiveVault, c'est à partir de quelle Scala? Li3 ou c'est dès Li3, depuis le début de l'année. Avant, c'était à partir de Li6 et on l'a rendu disponible à partir de Li3. Ok, super. C'est bien ce que j'avais en tête. Je te remercie. Je t'en prie. Pas d'autres questions pour ma part. Je pense qu'il n'y a pas de questions à pouvoir clôturer. Parfait. Merci à tous. Merci à tous. Pour merci à vous. Sujet si besoin. Merci à tous. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.